Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour commencer cet épisode? Eh bien, écoute, mon originalité, c'est que je suis un papy podcasteur. Je suis un papy podcasteur et toujours en activité, je suis coach par ailleurs. Donc, ça, c'est, si on fait un arrêt sur l'image, sur la situation actuelle, ma situation, c'est celle-ci. J'ai trois petits-enfants et je fais un podcast qui s'appelle Et maintenant. Maintenant écrit MIN-tenant, parce qu'il y a un podcast qui s'appelle Et maintenant en un seul mot. Moi, c'est en deux mots. Pourquoi c'est en deux mots? Parce que le philosophe Michel Serres a dit quand on dit Et maintenant, on oublie d'entendre que l'on dit Et maintenant, ce que j'ai dans la main, ce que je maintiens dans ma main. Et moi, ça m'intéresse, ce et maintenant là, parce que je m'intéresse aux gens qui vivent des choses un peu difficiles et au cours desquelles des existences où ils ont eu à redécider. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et pour décider ce que je fais de ma vie, eh bien je m'appuie sur mon expérience, sur ce qui m'est arrivé, sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai vécu, etc. Donc je m'intéresse à des parcours de vie qui sont, et plus particulièrement au rebond dans ces parcours de vie. Qu'est-ce qui fait que les gens ont eu l'énergie de prendre telle ou telle décision? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas allés ailleurs, etc. Bon. Donc il y a des gens très différents. Si vous écoutez le podcast et maintenant, vous verrez, il y a des gens extrêmement différents. Bon, mais là, je ne vais pas faire de la pub pour mon podcast. Je vais rester sur le tien. Et, et puis, donc, je suis coach. J'ai un cabinet qui s'appelle C'est-à-dire et c-adire.net dans lequel je fais de l'accompagnement des gens et particulièrement sur la j'aide des jeunes à parler d'eux, à se présenter à des employeurs, à des entretiens de sélection. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur eux et comment ils peuvent donner d'eux-mêmes la meilleure image. Voilà. Toute ma vie en dehors de ça a été centrée sur l'audiovisuel, le cinéma, la formation, et puis au départ, à l'origine, chez des profs. Voilà. J'adore ton parcours. En tous les cas, je mettrai toutes les informations que tu as dites dans la bio pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et du coup, en vue de ton parcours, je trouve ça encore plus intéressant le film que tu as choisi. Est-ce que tu veux bien nous dire lequel et pourquoi tu l'as choisi? Alors, quand tu m'as posé la question, d'abord, quand j'ai fait la connaissance de ton podcast Cinédev, j'ai trouvé génial que tu fasses une contraction de cinéma et développement. Les deux sont un centre d'intérêt important pour moi, le développement personnel et le cinéma. Et donc, d'utiliser le cinéma pour se développer, je trouve que ça, c'est très intelligent et vraiment, j'ai été très intéressé par ça. Quand tu m'as demandé de choisir un film, j'ai proposé assez vite, j'ai pensé au Cercle des poètes disparus. Parce que c'est vraiment un film qui me parle en stéréophonie, en monophonie, il me parle de partout. Tu sais, comme maintenant les enregistrements où on a le son non seulement à droite, à gauche, devant, derrière, mais en haut, en bas. Eh bien, pour moi, ce film, c'est vraiment un film qui m'intéresse en tant que prof, qui m'intéresse en tant que père, qui m'intéresse en tant qu'élève, qui m'intéresse. C'est un film en plus dont l'action se passe en 1960, 59-60, c'est-à-dire dans les années moi-même, j'étais au collège. Moi-même, j'étais dans un collège un peu comme ça, dirigé par des jésuites,
tout ce qui s'y passe, c'est des choses qui me parlent, c'est des choses qui réveillent plein de souvenirs. Et donc, il m'intéresse en tant que prof aussi parce que le personnage qu'interprète Robin Williams, c'est un peu un moi idéalisé. Quand j'étais enseignant, j'aurais bien voulu inviter mes élèves à monter sur la table, etc. Donc, c'est vraiment un film que je trouve intéressant. Et le fait de l'avoir revu, grâce à toi, je l'ai revu et j'ai invité même des amis à le revoir. Ça m'intéressait de savoir comment il avait tenu le choc du temps. Eh bien, il a bien tenu le choc. Il a bien tenu le choc. L'action se passe en 59, mais il est sorti en 90 et on est en 2023. Ça fait quand même un bail. Et j'avais peur qu'il ait pris un bon coup de vieux. Et puis en fait, je trouve qu'il est très actuel. Je ne sais pas si tu l'avais vu, tu l'avais forcément pas vu à l'origine, mais c'est la deuxième fois que tu le voyais ou tu l'avais vu déjà? Non, je l'avais déjà vu plusieurs fois, il me semble même l'avoir étudié quelques passages à l'école. Ah oui? Ouais, il me semble en philosophie, si je me souviens bien. Mais j'avais adoré, j'aime beaucoup cet acteur Robin Williams, j'aime beaucoup tout le jeu qu'il met en place, les films qu'il choisit. Et en particulier dans ce film-là, je le trouve assez incroyable. Et c'est vrai que de l'avoir revu du coup cette semaine pour cet enregistrement, je me suis dit mais tout ce qu'il aborde en fait, c'est tellement, comme tu le disais, c'est encore tellement actuel. La relation parent-enfant, la relation professeur-enfant, le libre arbitre, bref, tous ces thèmes dont on va parler là, je trouve que c'est incroyable qu'un film finalement si âgé, genre une trentaine d'années, soit encore aussi juste. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse en parler, l'analyser ensemble du coup. C'est vrai que c'est un film qui, je dirais pas qu'il n'a pas pris une ride, mais c'est un film qui est, je trouve, extrêmement d'actualité. Totalement. Du coup, tu aimerais commencer par quoi? Alors, par quoi j'aimerais commencer? Ben, je sais pas. Il faudrait peut-être expliquer aux gens qui ne l'ont pas vu, qui connaissent peut-être le titre, mais qui n'ont pas vu le film, de quoi il s'agit. Mhm. Bah, le film, ça se passe donc dans un collège américain. C'est pas une université puisque c'est avant les terminales, mais c'est une école qui reçoit les futures élites de la société. Donc les parents qui mettent leurs enfants dans cette école, ils confient leurs peu chers petits mâles, parce qu'il n'y a que des garçons, il y a pas de filles, c'est très important. C'est un, c'est un système d'hommes. Ils confient donc leurs enfants, leurs adolescents aux enseignants de cette école pour en faire des futurs décideurs de la société américaine. Et le projet des parents est clair et net, ça commence comme ça. Il y a une cérémonie d'ouverture de l'année et il y a un rappel des règles et des valeurs de l'école que le directeur Nolan fait réciter aux étudiants. Il leur dit travail, devoir, honneur et discipline. Fermez le banc, une fois qu'on a dit ça, que tous, ils ont pu dire travail, honneur et discipline, on a compris de quoi il s'agissait. C'est pas un centre d'épanouissement, c'est un centre de dressage, pour parler clairement. Bon, tout ça, quand j'en parle, je ne peux pas en parler d'une façon très légère et très détachée. Ça me touche trop, moi, Patrice Marcadet, ça me touche trop dans ma moelle, dans la construction, pour que j'en parle avec émotion. L'idée d'une école centre de dressage, quand je vois le débat qu'il y a sur l'école actuellement et à quel point une partie de l'opinion rêve de ça pour ses enfants,
rêve d'un endroit dans lequel les mômes seraient vraiment dressés pour bien se comporter en société, pour réciter des choses qu'ils auraient apprises par cœur, pour avoir des automatismes. Ça serait tellement bien pour ces gens-là que les enfants fonctionnent un peu comme des chevaux dans le haras tu sais, quand ils marchent en rond et qu'ils font les mouvements, ils tapent du sabot, etc., etc. Bon, l'idée c'est ça, c'est que les gosses tapent du sabot. Eh ben, euh, les pères dans le film au début ils disent clairement au directeur vous allez me le dresser et puis je compte sur vous pour qu'à la fin il se mette sur ses deux pattes et puis il est le petit sucre que va lui donner la société et la position. J'aime beaucoup cette image, elle est géniale. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une école de dressage. Oui, Et donc, tout le problème et tout le sujet du film, ça va être comment ces adolescents vont supporter ce dressage. Alors donc, il y a différents types de personnalités d'adolescents, dont un personnage principal qui s'appelle Todd et qui est un garçon très timide, très introverti, très mal dans sa peau, qui est, et quand on voit son père et quand on entend ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'on lui dit j'espère que tu vas ressembler à ton frère parce que ton frère il était très bon et toi quasiment tu ne peux qu'être moins bon. Donc on lui dit ça et donc le môme, il rentre dans ce système-là avec, avec les boules. Ça, c'est clair, il est vraiment très angoissé. Bon, et puis, dans cette école, il y a un changement de prof, et le nouveau prof de français qui arrive, c'est Monsieur Keating, interprété par Robin Williams. Et lui, il est ancien élève de cette école. Le fait qu'il soit ancien élève, ça lui donne un label de conformité. Il a le sceau, il a l'estampille. L'institution qu'il emploie est rassurée puisqu'il sort de là. Et donc, il ne va pas nous faire de problème. Ça, c'est la réflexion de l'institution. Et en fait, lui, il va arriver, fort de son expérience de cette enrégimentement qu'il n'a pas supporté, il va arriver pour changer la donne. Et il va commencer par leur faire déchirer la première page de leur bouquin, parce que ça n'est que du psittacisme, comme on dit, c'est-à-dire de la répétition, comme un perroquet, de la répétition de choses déjà écrites, déjà exprimées, et ben, c'est le contraire de l'apprentissage, de la réflexion, de la pensée, du questionnement, de l'interrogation, c'est le contraire. Donc, il leur fait symboliquement déchirer une page du bouquin, du sacro-saint bouquin, comme le livre saint. Tac, il déchire la page. Alors les mômes, ça les angoisse de faire cet acte de rébellion. Mais c'est sous l'autorité du prof, donc ils le font. Et puis le, le professeur va leur faire passer des valeurs qui sont autour du développement personnel et pas du tout de l'obéissance. totalement. Donc, tu te Mm, souviens, ça va être, il va les faire réfléchir sur carpe diem, c'est-à-dire c'est ça. profite de l'instant, alors que tout le système de l'éducation, c'était surtout oublie le moment, projette-toi dans l'avenir, maîtrise, etc. Là, c'est carpe diem. C'est des antivaleurs par rapport au système enseigné à Welton. Et donc, ça va provoquer un peu de l'émotion dans les rangs. Tout petit peu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé finalement son premier cours, et c'est assez tôt dans le film. Il les emmène loin de la salle de classe, devant les photos des anciens élèves, et il leur dit voilà, regardez tous ces gens, ils ont été comme vous,
même coupe de cheveux, même établissement, ils ont réussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Regardez-les bien et est-ce qu'ils ont réussi leur vie telle que eux le pensaient? Est-ce qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont fait ce que les parents ont voulu ou est-ce qu'ils ont vraiment vécu leur vie? Et c'est là où il parle de carpe diem, de vivez pour vous. Et je trouvais ça vachement fort d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue pour le personnage de commencer l'année par alors mes cocos, vous avez vécu dans un cadre, maintenant on va apprendre autre chose, on va apprendre à vivre pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'où après tout le truc de déchirer la page, monter sur les bureaux et tout, et finalement on suit leur progression de s'autoriser au fur et à mesure à commencer à penser par soi-même, à oser parler par soi-même et à faire des choses que jamais ils auraient pensé être capables. Et je trouve ça fascinant de les voir évoluer, de se heurter à leurs propres limites, de se heurter au cadre rigide de leur éducation pour essayer de trouver des solutions pour eux pour avancer. Et on suit du coup Todd, le héros qui lui part quand même d'une timidité quand même qui l'entrave énormément. Et de Neil aussi, je trouve que finalement ce sont les deux personnages principaux qui lui est déjà beaucoup plus éveillé, on va dire ça comme ça, beaucoup plus affirmé dans le truc je suis un bon élève, je fais les choses bien. Mais tous les deux, on va les suivre dans leur prise de liberté en prenant des chemins différents. Et c'est pour ça que j'adore ce film, il est incroyable. Tu as tout à fait raison, et on a rien dit du cercle des poètes disparus. C'est vrai. C'est-à-dire, un jour, ils apprennent que leur prof, donc Keating, a été fondateur, quand il était dans l'école, d'un mouvement, d'un groupe qui s'appelait le Cercle des Poètes Disparus. Alors, le Cercle des Poètes Disparus, déjà l'intitulé est intéressant. Le cercle, donc c'est un groupe, donc ça fait un peu communauté secrète. Mm. C'est un peu, c'est à la fois chaud et mystérieux et intrigant, et ils se réunissent la nuit et ils chantent des chansons et ils récitent des poèmes, et ces poètes qui ont disparu, donc ça vient du fond des âges, ça a un côté un peu fantastique, quoi. Donc ils vont se retrouver là et ils vont se parler et découvrir le plaisir qu'il y a. Alors ça, c'est très, très important quand on a été interne comme moi, le plaisir qu'il y a dans les groupes d'ados de se retrouver en petit comité comme ça, de happy few. On est entre nous, moi je suis avec toi, mais les autres n'y sont pas. Il y a un petit côté communauté secrète, quoi. Mhm. Et Mhm. alors là, on se laisse délirer, on se laisse imaginer. Bon, ça c'est très important. Et puis, pourquoi ça va déraper, en fait, l'affaire? Ça aurait pu continuer comme ça. Qu'est-ce qui a fait déraper le, l'histoire? Ah, c'est toute la question du film finalement, enfin, selon moi en tout cas, de quand tu commences à goûter, à t'affranchir de la case, tu sais, quand tu commences à goûter aux joies du libre arbitre, à penser par toi-même, à Oui, oser faire des choses, il faut être prêt à se confronter à d'autres cases, à d'autres limites, qu'on va pas te laisser partir comme ça. Et je pense que c'est comment est-ce que tu réagis face à ces limites-là, comment est-ce que tu surpasses ouais, ces difficultés, que ça dérape ou ça dérape pas. Et ce film est très très beau pour montrer ça en fait, parce que en repartant de Todd et Neil, les deux partent d'un point où ils doivent se libérer de leur carcan, et les deux n'ont pas le même destin, les deux ne le font pas de la même manière. Et je trouve ça vachement intéressant en tant que coach, du coup, de voir les choix faits par chacun et de voir se confronter à leurs propres limites pour arriver à, s'affirmer de manière plutôt saine et plutôt ancrée, et à l'autre, tellement vouloir chercher à s'affirmer mais sans se confronter à sa peur principale, c'est-à-dire le conflit avec son père, prendre une décision beaucoup plus radicale. ouais, ouais. Ces deux personnages, effectivement, sont centraux. Moi, je vis Neil comme un personnage rayonnant. Mm.
je ne sais pas si tu l'as revu, mais il a une flamme dans l'œil, Mmh. il a un côté rayonnant. Lui, il est, il est déjà un peu libéré du poids de la famille, etc. Oui. Il est libéré. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose qui est au-delà. Il sent qu'il y a un autre continent à découvrir. Mmh. Oui, c'est ça. Il sent que derrière, il va y avoir quelque chose et son prof va lui faire entrevoir qu'il y a tout le pouvoir du poétique, le pouvoir qu'il va découvrir par le théâtre, qu'il va découvrir par euh, le pouvoir qu'il a sur les autres. Il Ouais. va découvrir son rayonnement et il va y avoir un monde derrière le monde qui lui était présenté comme étant sa destinée. Et ça, c'est Keating qui va lui faire découvrir ça. Et c'est lui qui va le découvrir grâce à Keating. C'est pas Keating qui lui fait découvrir, mais c'est lui qui le découvre grâce à. Mmh mh. Donc, il va se mettre en tête de faire du théâtre, c'est-à-dire de faire de l'art, d'accorder de l'importance et Mmh du mh. temps et du talent à quelque chose qui n'y rentre pas dans le cadre de la vision de son père, qui est présenté comme un borné de première. Vraiment, son père est une mule et sa mère est complètement écrasée et complètement euh, enfin, effacée Ouais. derrière son mari. Donc, tu veux raconter l'histoire du théâtre Comme tu veux, le fait qu'il se passionne pour la littérature, pour le théâtre et qu'il veut passer cette audition, même s'il sait pertinemment que ses parents n'accepteront pas, enfin en particulier son père, parce que finalement c'est la seule opinion qui compte dans la relation parentale entre lui et ses parents. Et il est tellement subjugué par le théâtre et le talent qu'il a, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent ce Neil, qu'il est pris et qui va commencer à faire tout un stratagème pour continuer de poursuivre son rêve, sans se confronter à son père, parce qu'il sait que quand il se confrontera à son père, son rêve sera cassé. Parce que exprimer ses émotions face à son père, exprimer vraiment qui il est face à son père, c'est quelque chose qu'il ne pense pas être capable de faire. Et finalement, c'est ce qui l'amène à commettre son suicide à la fin du film, c'est parce que il a conscience qu'il y a plus, comme tu le disais très bien, il a conscience qu'il y a ce monde d'art, d'expression où il peut vibrer, où il peut étinceler et être pleinement lui, mais se confronter à son père et lui dire tout ça, on sent, je sais pas si dans la scène, tu sais, où après la représentation, son père est venu le chercher, tu sais, on sent qu'il était tout content et que là, il se renferme totalement, comme s'il était retourné dans ses cases, et que son père lui dit, non, mais maintenant, tu vas aller dans l'armée et tu vas faire ci, tu vas aller jusqu'à Harvard pour être docteur, machin. Et lui, il commence à dire, mais attends, est-ce que tu sais ce que je ressens au moins? Son père lui laisse le champ et il se tait. Et ça, je trouve ça tellement puissant comme scène parce que à un moment donné, c'est vrai que quand on prend cette liberté-là, quand on ose être vraiment soi, c'est aussi, et ça en tant qu'enfant, c'est se confronter au regard des parents et affirmer aux parents, voilà, c'est qui je suis maintenant en fait. C'est pas l'enfant parfait que tu avais imaginé, mais ça c'est moi. Et en fait, il va falloir que tu m'acceptes comme ça, sinon bah ça va être compliqué parce que je vais arrêter de jouer le rôle que tu as voulu que je joue pendant toutes ces années et maintenant je vais faire mes choix pour moi. Et je trouve que en tant qu'enfant, c'est un sujet qui me touche forcément, la confrontation parent-enfant, mais j'imagine que toi, en tant que parent, ça doit doublement résonner dans le fait de voir peut-être tes enfants décider qui ils sont, ou je sais pas. Comment est-ce que ça te touche, toi? tu as raison, mais ça me touche, tu sais, en tant qu'enfant. L'enfant que j'étais, il n'est pas mort. Le, L'enfant que j'étais, il vit toujours. Et donc, pour moi, ça, quand je vois ce film, quand je, quand je vois le, le désarroi qu'il y a dans ses yeux, quand il voit que son père l'a vu Mmh. en ayant du succès dans l'interprétation de, la pièce de Shakespeare. Et il fait un triomphe. Son père est là, alors qu'il ne pensait pas que son père viendrait. Oui. Son père est là, puisqu'il n'a pas osé lui dire qu'il jouerait. Et son père, au lieu d'être
de se réjouir du succès de son fils. Au lieu de partager sa joie, son père devient fou de rage et l'humilie publiquement devant ses amis, le retire de la scène, lui interdit de participer au pot de fin de spectacle et il le ramène à la maison où il continue à l'humilier. Donc si le père avait voulu le succès de son fils, il ne pouvait que partager ce qui vient de se passer. Bien sûr. S'il s'était planté, si ça avait été un fiasco, il pouvait lui dire, ben, tu vois, c'était pas ta voix, qu'est-ce que tu faisais, tu errais là. Mm, Mais mm. en fait, il a un succès, il a un triomphe, et le père refuse de partager cette émotion avec lui parce que ça n'est pas celle qu'il avait prévue. C'est ça. Ou peut-être même, on pourrait faire l'hypothèse aussi que le père a été jaloux de ça. Bon, enfin, ça, c'est des supputations. Ce qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est tous les cas de conscience et tous les problèmes que ce film pose, Mm. de, les cas de conscience, oui. Parce qu'après, il va y avoir, là, on va accuser l'institution, va accuser Keating d'être responsable du suicide de Neil. Et si il s'est Mm. suicidé, c'est parce que vous lui avez pris la tête avec vos histoires de liberté, vos histoires de... Et vous Ça. voyez bien ce qu'on dit, la liberté c'est dangereux. La preuve c'est qu'il s'est suicidé. Mm, mm. Et donc, on veut lui faire payer le suicide de cet adolescent. Et l'institution va pousser la perversité jusqu'à demander aux élèves Mm. de signer un texte qui rend le prof responsable du suicide de leur camarade. Et donc, il va y en avoir qui vont signer le texte dès demain, d'autres qui vont signer le texte du bout des doigts, d'autres qui vont refuser le texte, et le petit Todd qui était le plus timide, il va être amené à signer parce que la pression entre le directeur, ses parents, la pression est trop forte. Et donc, il accepte bien de signer, mais il en est malade d'avoir trahi son prof, ce qui fait qu'on arrive à la scène finale du film, qui est la magnifique scène dans laquelle Keating vient rechercher ses affaires et traverse la salle de cours alors que Nolan est en train de oui, c'est ça, est en train de faire un cours complètement traditionnel, etc. Il reprend les affaires en main. Keating vient chercher ses affaires et à ce moment-là, le plus timide, le gosse, commence à monter sur la table et à crier Oh capitaine, mon capitaine. Capitaine, oh mon capitaine. Mm, mm. C'est lui qui devient leader, les autres, petit à petit, montent sur la table. Il y a une très belle scène avec la musique qui monte en même temps, et en gros plan, ils vont tous monter sur la table. Alors, il y a des gros plans de pieds qui piétinent les tables, comme s'ils marchaient ils marchaient sur un système, quoi. Ils piétinaient un certain système. Totalement, oui. Ça, c'est une scène qui donne la chair de poule. Ah mais j'allais le dire, j'en ai encore de la chair de poule juste là de t'écouter la raconter. Et puis si on part en symbolisme, c'est carrément ça en fait, ils piétinent l'éducation carcan qu'ils ont reçue. Et ce que j'aime dans cette scène, c'est qu'elle est aussi très réaliste parce que tous les élèves ne se lèvent pas. Ouais. Il y a une partie qui se lève et une autre qui ne se lève pas, qui reste assise bien droite à lire le bouquin que Nolan voulait qu'ils lisent. Et je trouve que c'est tellement juste et tellement réel du fait qu'il y en a qui vont s'ouvrir à leur développement personnel, il y en a qui vont essayer de réfléchir autrement, qui vont avoir ce courage de se lever et d'aller regarder les choses différemment, comme monter sur le bureau, c'est un exercice que Keating leur avait demandé de faire, de monter sur le bureau pour voir les choses d'une manière différente. Et là, qu'ils refassent ça pour prouver à Keating que, ok, ce que tu nous as enseigné, nous, ça nous a touchés. Et on va faire en sorte, à notre manière,
parce qu'il faut quand même qu'on continue nos études, mais on va faire en sorte de faire honneur à ça et de regarder les choses différemment, de continuer à chercher notre libre arbitre, notre voie. Et, et je trouve ça tellement fort et tellement beau que il y en a qui sont prêts à le faire et il y en a qui sont pas encore prêts à le faire. Et il y en a peut-être qui ne seront jamais prêts à le faire dans leur vie et c'est pas grave, c'est juste que pour l'instant ils sont pas conditionnés comme ça. Mais pour tous ceux qui sont prêts à le faire, je pense qu'on trouve toujours quelqu'un pour nous guider sur ce chemin-là. C'est le rôle du coach, c'est le rôle de mentor. Keating a clairement un rôle en tant que prof de coach, mentor pour les guider sur le début de leur libre arbitre. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est magnifique, mais ça pose tout le problème de l'influence. Oui. C'est-à-dire, est-ce que Keating a abusé de son pouvoir sur des adolescents ou est-ce qu'il n'a pas abusé de son pouvoir? Tout est une question de perspective, j'imagine. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le cercle des poètes disparus, c'est qu'il y a une multiplicité de perspectives, de points de vue, et que tous les points de vue sont entendables. C'est-à-dire que le point de vue de l'institution, du point de vue de l'institution, il est entendable. Le point de vue du père, même s'il est un peu, à mon avis, un peu ridiculisé, là, le père de Ney, il est quand même un peu caricatural. Mais ça peut s'entendre. S'il a été formé comme ça, c'est lui-même dans son histoire, il a vu le monde comme ça, qu'il pense qu'il faut faire passer le message pour son fils, ça peut s'entendre. Donc, j'aime beaucoup le personnage de Cameron, tu sais, c'est celui qui trahit. Oui, totalement. Cameron, il était avec eux, il faisait partie du groupe des poètes disparus, il était dans le clan. Et quand on lui demande de signer, lui signe. Et parce que il passe tout de suite du côté des parents, du côté de l'autorité. Il dit tout de suite, mais vous voyez, on a rêvé quoi. C'était pas crédible ce qu'on a fait. Et moi, ça, c'est des scènes qui réveillent plein de choses que j'ai connues, ça. On dit, ah oui, 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 oh, oui, c'était bien, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La preuve, c'est qu'on s'est cassé la gueule. Donc, il faut revenir sur les rails. Et ça, c'est très bien qu'il y ait ce personnage-là. Le film, il est vraiment fin, je trouve, par la multiplicité des points de vue et des valeurs qu'il défend. Mais totalement, et tu as raison de pointer ça, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, tout est entendable. Chaque point de vue a ses arguments pour défendre son point de vue. Et on en revient finalement au concept de vérité, que chacun a sa propre conception de la vérité. L'institution a pour vérité que leur enseignement fonctionne, parce que il y a de plus en plus d'étudiants qui sont pris dans la Ivy League et qui deviennent des grands décideurs de ce monde, donc ça fonctionne. Le papa de Neil, pour lui, ça fonctionne parce que, avec cette éducation, lui, il a réussi à donner les moyens nécessaires pour que son fils devienne quelqu'un. C'est comme ça qu'on lui a appris. Keating, lui, par son éducation et par son expérience, s'est libéré de quelque chose et ça fonctionne aussi pour lui, en fait. Tout dépend quelle vérité résonne avec toi, mais il n'y a pas finalement de coupable à blâmer. Cameron, on pourrait, quand on est enfant, j'imagine, enfin moi je sais que j'aimais pas du tout Cameron, en mode mais pourquoi pourquoi tu fais ça alors que tu faisais partie du groupe et que tu t'étais inspiré par Keating, pourquoi est-ce que tu vas dénoncer? Oui, mais d'un côté, lui, selon son conditionnement, c'est la chose honorable à faire. Et du coup, qui peut lui en vouloir d'avoir fait la chose qui semblait le plus juste pour lui? Comme qui peut en vouloir à Neil d'avoir fait ce qu'il pensait être la chose la plus juste pour lui. Ou le père, parce que le père, on le voit qu'il aimait son fils. On le voit que quand il découvre le corps de son fils dans la nuit, il est effondré. Parce que il comprend pas pourquoi son fils a fait ça alors qu'il faisait les choses pour lui. Et c'est juste
Je trouve que ce film nous invite à, encore une fois, dans notre vie, prendre du recul et voir un peu les situations justement d'un autre œil et de dire: «OK, les gens agissent comme ça, mais quelle est leur vérité derrière? Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Et s'ils agissent comme ça, c'est qu'il y a une raison». Et peut-être au lieu de juger et de rejeter, juste ouvrir les perspectives et dire: «OK, je comprends peut-être pas moi, parce que ça résonne pas avec moi, mais je peux entendre que tu as une vision différente». Et c'est très, très bien montré dans le film. C'était aussi, tu sais, le passage, sur la conformité, tu sais? Où il les fait marcher, dans la cour, les 3 qui commencent à marcher, de manière différente et qui, au fur et à mesure, se mettent au pas. Et je trouve que cet exemple est tellement bien fait pour un prof, c'était incroyable qu'il y ait pensé pour son cours, en mode: «Voilà, vous voyez ce qui vient de se passer? Et ben, en fait, c'est pour vous montrer à quel point c'est dur de rester par sa propre vérité dans un monde qui va essayer de vous conformiser, vous mettre dans une boîte pour réfléchir tous ensemble, et que c'est très important de faire partie d'un groupe. En tant qu'être humain, on a ce besoin d'appartenir à quelque chose, bien sûr, mais d'être soi-même dans ce groupe et d'exprimer ses opinions parce que ça correspond à notre vérité et pas exprimer les opinions parce que ça correspond à ce que la case veut que tu penses. Et je trouve que ouais, ça c'est très, très bien montré dans ce film et ça touche, nous en tant qu'enfants, en tant que coach, toi en tant que parent, enfin ça touche tous les domaines de notre vie, en Absolument. fait. Absolument. Et comme tu viens de le souligner, ça montre l'importance d'avoir la capacité de rentrer dans le point de vue de l'autre, tu vois, de Mmh faire mh. le pas de côté qui permet de voir le monde du point de vue de l'autre. Et dans un C'est ça. système euh, social qui a tendance à resserrer les points de vue, c'est-à-dire, et les clivages se font parce que les gens sont centrés sur leur point de vue et Mmh mh. refusent de prendre le point de vue de l'autre. Je trouve que ce film est intéressant parce que il n'est pas manichéen. Il n'est pas, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a plein de points de vue et, et en fait, ce qu'il défend, c'est la pluralité des regards qu'il faut porter sur les situations et sur les gens en particulier pour pouvoir les accepter et les comprendre. Et je pense que c'est vraiment ce qui est extrêmement difficile à l'heure actuelle. C'est de comprendre l'autre. Parce que l'autre est vécu comme, s'il ne pense pas comme moi, il est vécu comme un agresseur. Moi, je deviens victime, et tu sais bien que de victime, je m'autorise à devenir persécuteur. Et puis, il y a une surenchère. Et d'ailleurs, ça me fait penser en t'écoutant parler, du coup, à la relation entre Neil et son père. Vu que Oui, les 2 se confrontent un peu dans leur vérité, bah, en fait, il y a pas de dialogue, il n'y a pas de mise à l'écart pour essayer de comprendre l'autre et ça mène au conflit qui dégénère et finalement ce film nous pousse à communiquer. C'est ce que Keating enseigne tout au long de sa classe, de oui, les mots étaient faits pour séduire les femmes, certes, mais aussi pour communiquer et ce qui est important, c'est juste de trouver les bons mots pour communiquer. Je sais pas si tu te souviens de ce cours où il leur dit: «Mais le vocabulaire les enfants, on dit pas trop triste ou trop content, on va chercher morose, on va chercher des adjectifs qui correspondent plus à ce que tu veux vraiment dire». Et savoir trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent ou ce qu'on veut dire, ça permet de faire des choses merveilleuses. Comme Todd qui se révèle être un poète inné, qui a juste par sa timidité et son manque de confiance totale en ses capacités caché ça, alors que quand il est sous l'exercice de Keating qui lui fait fermer les yeux, qui lui fait pas trop réfléchir et machin, il sort des vers qui sont magnifiques. Donc finalement, il y a aussi cette partie-là aussi, tu sais, dans le côté éducation, mais aussi la place de l'art dans l'éducation. Est-ce que l'art peut apporter comme ouverture d'esprit, comme expression de soi? Tu le vois, tu sais, quand ils réussissent à créer la radio, il y en a un qui danse sur le swing américain, t'as Neil qui s'exprime au théâtre, t'as Todd qui écrit des poèmes, et je trouve que l'art a une place merveilleuse dans ce film parce qu'elle montre à quel point c'est libérateur de s'exprimer, quelle que soit bien la sûr, façon dont tu le choisis. bien sûr. Bon, pour nous tous les deux, là, nous on boit du petit lait quand on Totalement. nous on boit du petit lait.
C'est pour ça, ça m'intéresserait bien que le film repasse maintenant, Mmh. qu'il repasse à la télévision ou même qu'il ressorte en salle. J'aimerais bien qu'il ressorte en salle et j'aimerais bien voir comment il serait reçu par les jeunes actuellement. Je ne sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant. Bon, du coup, petit appel, si jamais vous écoutez cet épisode et que vous voulez faire un petit retour, on serait Ah très oui, partants. ça serait intéressant de le passer dans un ciné-club. J'ai été, j'ai été voir la critique. Je ne sais pas si tu connais les archives des fiches du cinéma. Les fiches du cinéma, c'est une revue qui existe depuis 1933 et qui a pour mission de traiter de tous les films qui sortent, de traiter du point de vue analytique, critique, etc. Donc cette revue des fiches du cinéma, elle a mis en ligne leurs archives, c'est-à-dire que tu peux retrouver les critiques. Et ça c'est vraiment de l'or parce que euh, voir ce qui est dit de ce film à maintenant en 2023 et ce qui a été dit en 90, c'est intéressant de mesurer le décalage, comment les regards ont changé, comment les regards ont changé. Et, et je t'invite à aller sur les fiches du cinéma, tu verras ce qui est dit. Et quand je vois bon, certains critiques que je connais qui ont dit que le film a été très bien reçu. Généralement, il a eu beaucoup de prix. Hein. Il a eu beaucoup de prix. Il a eu un excellent accueil. Mais il y a un certain critique qui a dit qu'il était naïf. Et tu trouves qu'il est naïf, toi? Ah non, il est tout sauf naïf. Oui, mais moi aussi. Il y a beaucoup trop de couches à analyser pour qu'il soit naïf. Oui, moi je trouve pas qu'il soit naïf non plus. Mais c'est intéressant, en effet, bah, du coup, j'irai jeter un coup d'œil, parce que ça m'intrigue, de voir l'évolution de la perception du film. Et c'est vrai que quand le monde change, les perceptions changent. Ah bah Et oui. du coup, c'est intéressant d'aller regarder ça, ouais. Ah oui, oui, mais c'est vraiment très intéressant de voir comment des films sont reçus ou assassinés à leur sortie et comment ils rentrent après dans la culture cinématographique internationale incontestée alors qu'ils ont été ridiculisés au moment où ils faisaient leur Mmh. première projection. Bon, enfin c'est intéressant. Je t'invite et j'invite nos éditeurs à aller voir ça sur les fiches du cinéma. Ça vaut la peine. Non, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une très, très bonne idée. Et en soi, ça rejoint vraiment, finalement, le message du film, comment tout ça est perçu et comment l'opinion peut changer aussi. Et Ouais. ça me fait penser, il avait parlé de trouver votre voix. Il avait dit à un moment donné dans une classe Keating, plus vous attendez pour trouver votre voix, plus ce sera difficile. Et, mmh et j'aime beaucoup déjà qu'il pousse en tant que professeur, il pousse ses élèves à trouver leur propre voix, à s'exprimer, à oser, ça je trouve que c'est génial. Parce que dans l'éducation scolaire actuelle, on a quand même encore, enfin je trouve, hein, encore un peu cette volonté de cadre et de réciter et d'apprendre et de faire des commentaires et machin. Ce qui est très pertinent pour le truc scolaire intellectuel, c'est y a pas de souci. Mais trouver vraiment notre voix, il y a pas beaucoup de classes qui nous invitent à réfléchir sur ce qu'on pense vraiment de ce qui s'est passé, à l'exprimer. Et, et je trouve que surtout en tant que coach, il a totalement raison. Si tu cherches pas à trouver qui tu es et à l'incarner, plus le temps va passer, plus tu vas apprendre des conditionnements qu'on t'a inculqués. Ça va peut-être être un peu plus compliqué par la suite de les défaire. Et je trouve que c'est ultra percutant qu'il propose ce genre de messages quand même assez lourds dans le développement personnel, de va trouver ta voie à des adolescents, ce qui est quand même pas un message très facile à transmettre. Mais il le fait avec leur langage à eux, et ça percute parce qu'il y en a plein, comme on le voit à la fin du film, qui sont intéressés et qui se disent là, ça a touché quelque chose en moi et je vais essayer de la trouver, cette voie. Même si je deviens avocat, même si je deviens, je sais pas, docteur comme mes parents l'ont dit,
je vais quand même trouver ma façon de le faire. Et je trouve que c'est une façon d'éduquer les jeunes assez incroyable. Et indispensable de trouver en fait ce qu'on fait là sur Terre, quelle est notre vocation, Mmh. euh, qu'est-ce qui donne du sens. Et tu ne trouves pas que à travers le malaise qu'il y a dans le monde du travail, euh, c'est souvent parce que le travail n'a pas de sens ou n'a plus le sens qu'il avait avant. Le, et ce qui me, enfin, j'ai l'impression que les jeunes à l'heure actuelle ne supportent plus de faire un travail qui n'a pas de sens. Mmh. Nous, on fait des métiers qui ont un sens. On est en tant que coach, on a un sens évident à nos propres yeux, on a une utilité sociale. Bon, ça, on a cette grande chance, ce grand privilège. Ouais. Mais pour les gens qui n'ont pas de sens, la colère des personnages du film, c'est aussi le refus de faire des choses qu'ils n'ont pas choisies. Oui. Et quand ils vont dans le cercle des poètes disparus, ils peuvent rentrer en contact avec leurs envies, leurs désirs, leurs peurs, leurs craintes, et explorer un peu ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que le cercle des poètes disparus est si attrayant, et c'est pour ça aussi qu'il est si dangereux pour la société. Parce que on va dire, si chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut, où va le monde, ma bonne dame? Où va le monde? Mais oui, mais tu as entièrement raison et c'est vrai qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est que dans ce cercle, globalement, c'est un peu le cercle interdit, mystérieux, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, c'est écrire et lire des poèmes et discuter de comment aller séduire une fille ou juste oser s'exprimer et montrer une création qu'ils ont faite. En fait, ils sont juste là pour s'exprimer pleinement et je trouve ça vachement cool que dans le truc un peu mystique et un peu dangereux, eux, tout ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est être pleinement eux-mêmes alors qu'ils sont conditionnés à être quelqu'un d'autre. Et, Voilà, et c'est aussi Keating qui disait que les mots ont un impact de fou, que la parole peut changer le monde. Et tu sais, à la fin du poème qu'il récite, il dit... Attends, je l'ai noté. Il dit... ah oui, tu peux lui apporter un verre. Et donc, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? En gros, la vie, c'est comme un grand poème, et toi, tu peux apporter un verre. C'est ton rôle en tant qu'être humain d'apporter un verre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ça? Et je trouve que c'est ultra fort comme question, et si tout le monde pouvait se la poser, peut-être qu'on aurait des gens qui du coup chercheraient à faire des travaux qui ont plus de sens pour eux, et peut-être que si on faisait tous des trucs qui avaient du sens pour nous, on serait plus heureux et la paix dans le monde serait là. mais tu as raison, mais apporter son verre, apporter sa contribution au poème, je pense que beaucoup de gens seraient capables de le faire, pour autant qu'ils sachent qu'il y a un cadre qui peut recevoir leur verre, qui peut recevoir leur, euh, leur contribution. Mm. Si tu as l'impression que tu es out, que le monde se passe sans toi, que les gens n'en ont rien à faire de ce que tu penses, que tu ressens, tu vas pas écrire, tu vas pas faire. Mais si tu penses que tu es un élément d'un ensemble qui produit un discours et que ce discours a un sens, à ce moment-là, tu vas peut-être t'autoriser à penser et à fabriquer des choses belles. Totalement. En t'écoutant, j'avais l'image de Todd, en fait, qui lui ne pensait pas faire partie du cadre, qui ne pensait pas être entendable, écoutable. Et pourtant, quand il a été forcé un petit peu gentiment par son professeur à s'exprimer, tout le monde a été subjugué. Oui, Donc peut-être à toutes les personnes qui ne pensent pas être dans le cadre, qui ne pensent pas mériter d'être écoutées, qui ne sont jamais posé la question de peut-être que moi j'ai quelque chose à dire, eh bien posez-vous la question parce que vous avez quelque chose à dire et ce sera écouté. Je sais que moi j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ce que j'avais à dire parce que je pensais que j'avais aucune opinion.
Je pensais que juste je suivais les codes de tout le monde parce que avoir une opinion, c'était dangereux pour moi. Parce qu'avoir une opinion, c'était affirmer quelque chose autre que la petite fille parfaite. Et ça n'allait pas dans ma Oui, tête. Mais quand on fait le choix d'affirmer son opinion et juste de dire les choses telles qu'on les ressent, en tout cas c'est mon expérience et c'est l'expérience de Todd dans le film, on trouve des oreilles qui vont écouter. Et on trouve des gens sur notre route qui vont nous aider à le développer. Lui, il s'est trouvé des amis, il s'est trouvé un professeur pour le guider. Et à la fin du film, il est capable enfin de mettre les pieds sur la table et de s'affirmer et dire voilà, ça je suis pas d'accord. ouais, c'est une belle métaphore. Tu sais qu'en développement personnel, on utilise beaucoup le verbe grandir. J'ai Oui. grandi, j'ai fait telle expérience, ça m'a fait grandir. Et dans le cercle de poètes disparus, le fait qu'ils montent sur la table, ils grandissent au sens figuré, mais et au sens propre. Ils font les deux choses en même temps. Et que ce soit celui qui est le plus petit, le plus timide, il grandit, il se lève. On sent que ça y est, il a la force maintenant de s'élever. Et ça, c'est vraiment une belle trouvaille de mise en scène, c'est une belle trouvaille. Et avec un accompagnement de la musique qui est très doux, c'est pas ronflant en fait. Je l'ai Mm. réécouté ce matin. C'est pas, on peut l'écouter. Je sais pas si tu l'as cherché, mais sur internet, le film, on peut l'avoir gratuitement en streaming comme ça, en une version pourrie, pas du tout bien en images, etc., etc. Mais pour revoir certaines choses, c'est pratique. J'ai réécouté cette séquence. Le, vraiment, le son accompagne son hésitation et son émotion. Le son le souligne sans écraser, sans donner une dimension trop emphatique, trop, c'est très et hop, ça arrive et c'est comme une mise au monde, quoi. Comme un accouchement. Je trouve qu'il ce mouvement-là quand il monte, le personnage de Todd, c'est magnifique c'est magnifique dans l'intensité et l'importance de l'enjeu, c'est la transgression. Parce qu'il y a Nolan à côté qui, Mm. qui vitupère, qui pousse des cris, et le petit qui se lève et qui dit euh, comment euh, comment c'est le cri Mon capitaine, non, mon capitaine. ouais, oui, oui, alors c'est ça, je trouve que c'est très très beau ça. Mais t'as entièrement raison de souligner la musique parce que c'est vrai que dans ce moment, elle est incroyable, même dans tout le film d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très très juste. On voit son hésitation, on voit le prendre son courage et monter, et au fur et à mesure les autres monter. Et, et je trouve que ça souligne d'un certain côté encore une fois l'importance de l'art aussi dans l'institut du cinéma, donc avec la musique, le fait que la musique peut accompagner l'action et peut rendre une atmosphère et souligner les messages qui sont transmis. Et en soi, comme dans notre vie, la musique, je ne sais pas toi, mais moi je vis que la musique. La musique, ça peut enfin, ça peut souligner mes émotions, ça peut m'envoyer des messages que j'ai besoin d'entendre en ce moment, ou juste accompagner mes journées. Et le fait que là, il y a cette musique-là qui montre son cheminement jusqu'à son éclosion, on va dire ça comme ça. C'est vrai que Oui, c'est très beau dans l'abstrait du film et aussi dans le message de la vie que l'art, quel qu'il soit, permet ça, permet de souligner tes actions, permet de mettre du contexte, mettre une petite bulle si t'en as besoin ou te laisser t'ouvrir si t'en as besoin. Et que c'est vraiment un domaine qu'on devrait tous, à notre manière, toucher quel qu'il soit, sans faire des artistes. Mais comme disait Kinning, il veut pas faire des artistes, il veut faire des esprits libres. Et je trouve que c'est très joli, comme on s'est dit, et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas tous artistes avec une volonté artistique, mais par contre, on peut tous avoir accès à cet esprit libre qui s'exprime de la manière qu'il veut. t'es optimiste. Oui.
Tu es optimiste. Ce qui est le thème de l'école est un thème très d'actualité et l'enjeu entre une éducation qui donne plus de liberté aux enfants, une éducation qui s'appuie plus sur les choix des enfants, et d'un autre côté une éducation qui vise à faire passer des savoirs, des connaissances, des savoirs basiques, etc. Ce débat entre liberté et autorité, euh, on retrouve ça dans le film en permanence, mais c'est un débat qui est complètement Mm. d'actualité actuellement, enfin d'actualité actuellement. Et donc, je trouve que le cercle des poètes disparus, ça rend bien compte de ça. Et c'est ce qu'on appelle des conflits de valeurs, en fait. Tu vois, Mhm. c'est ce qu'on appelle des conflits de valeurs. Parce que toutes les valeurs, là, prises les unes à côté des autres, elles sont défendables. La famille, la patrie, le savoir, l'obéissance, la liberté, l'indépendance, la réalisation de soi, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des valeurs qui ont du sens. Le Mhm. problème, c'est de savoir les articuler. Le problème, c'est de savoir les, les, les faire coexister. Et à certains moments, dans certaines situations, il y a un conflit. Il y a un conflit. Et comment on dépasse le conflit pour que ça ne devienne pas un conflit, une affaire de vie ou de mort. Et l'histoire de Neil, c'est que lui, Ouais. ça devient une affaire de vie ou de mort. Il ne dépasse pas le conflit, il s'élimine. Ouais. Donc, ouais, c'est un film qui permet des discussions à l'infini, hein. Je crois que Oui. Totalement. Il y a tellement de choses qui portent comme message et comme... surtout vu que ça touche notre société aussi actuelle, on peut faire plein de parallèles sur l'éducation, sur les valeurs, sur le développement personnel. Parce que pareil, en ce moment, le développement personnel, ça a eu une grande poussée de mode, j'ai envie de dire, récemment. Et il y a forcément, comme toute mode, des extrêmes, des déviations, on perd peut-être parfois le propos de base qui est peut-être la connaissance de soi et apprendre à s'aimer. Et, et on peut faire des parallèles pour tout, clairement. Mais tu parlais de l'éducation, le conflit de valeurs. Et en fait, là pour le coup, c'est que mon opinion, mais je pense que les deux sont nécessaires. Les deux sont. Enfin, apprendre la discipline, apprendre le respect, apprendre la vie en communauté finalement. Moi, ça me sert dans ma vie. Ça me sert à mener des projets de A à Z, ça me sert à avancer et tout. Mais aussi l'esprit, l'éducation un peu plus libre et un peu, on va explorer ce qu'on ressent, on va mettre en contact avec nos pensées, avec tout ça. C'est aussi ultra nécessaire. Il serait peut-être trouver la balance entre les deux, mettre un cadre et pouvoir de temps en temps se laisser la liberté d'explorer ce cadre. Je sais pas comment ça se met concrètement dans la vie, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation, il y a juste à trouver la bonne balance entre ce que tu veux transmettre et comment ce que tu veux évoluer. Je sais pas ce que tu en penses, toi, vu que tu as été professeur et coach et tout ça. là, là tu dis, tu reprends la vieille sagesse classique, c'est in medio sad virtus, c'est-à-dire c'est dans le milieu que réside la vertu, la valeur, en étant au milieu, entre les Mhm. deux. Euh, cet entre les deux, moi j'y crois pas tellement. Euh, cet entre, non, c'est ce que n'a pas trouvé Neil. Il n'a pas trouvé le Oui. milieu, donc il a, il s'est immolé d'une certaine façon. Il a accepté sa défaite devant la force et la puissance de son père. Il s'est sacrifié. Je pense que je pense qu'il faut dépasser le dualisme.
c'est-à-dire pas raisonner en tu es pour ou tu es Mhm. contre. Tu es parce que je suis pour et C'est ça? contre. Mais je ne suis pas pour et contre dans la même quantité. Je suis, euh, je suis entre, dans certains cas, tout est contextualisé, c'est-à-dire que la situation n'existe pas dans, dans l'abstrait, elle existe ici et maintenant. Et donc, il faut penser dans l'instant où l'on est, et dans l'époque où l'on est, et dans, si je repense, au film, euh, regarde la séquence de la boîte de nuit, enfin pas de la boîte de nuit, de la Oui, surprise partie. Elle est datée, cette séquence. Pour toi, elle doit apparaître comme euh, très datée, très ancienne. La place que prend, l'importance qu'a un baiser qui donne sur le... Ça fait toute une affaire. La place de l'alcool, la place de tout ça, c'est très daté par rapport à maintenant. J'imagine que les codes ne sont plus les c'est mêmes. vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, les situations, elles sont toujours à replacer dans un contexte et dans une époque et dans un moment. Et qu'est-ce que ça signifie? Et dans une société. C'est pas la même chose si on pense à ça en France ou si on pense à ça en Afrique du Sud, c'est pas pareil. Enfin bon, tout ça, c'est. Et là, on est dans une société américaine, puritaine, euh, euh, McCarthy, on est dans une société américaine extrêmement Oui, rigide. Extrêmement rigide. Et donc, le, ces jeunes-là, ils sont l'expression de ce moment de oui, l'histoire. non, totalement, totalement. Mais en soi, je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être que je l'ai mal exprimé. C'est pas tant dans le milieu, c'est juste dans l'acceptation que bah, j'ai un pourcentage de sur cette situation, je suis d'accord et un pourcentage de je suis pas d'accord. Et c'est juste accepter qu'il n'y a pas de bonne éducation, il n'y a pas d'une manière de voir les choses et de s'offrir la liberté de, en fonction de la situation, comme tu me dis très bien, de choisir ce qui sonne le plus juste pour nous en fait. Et finalement, c'est ce que Oui, trouve Todd, à l'opposé de Neil, qui lui, comme tu l'as dit, s'est immolé face à sa défaite, face à son père. Todd, lui, il trouve l'acceptation de toute façon, il faut que j'obéisse aux règles parce que mon éducation fait que je vais obéir aux règles, donc je vais rester à l'école, je vais poursuivre mon cursus. Mais sur cette situation-là, la situation où le professeur qui m'a aidé à me dévoiler part et que je veux lui dire que j'ai été obligée de le faire et que c'est important pour mes valeurs et pour mon intégrité de lui faire savoir qu'il se lève sur la table et qu'il lui dit capitaine ou mon capitaine. Là, dans cette situation, il choisit aussi le là, je vais t'exprimer moi ce que je veux te dire clairement, sans renier son éducation, sans renier sa place à Welton, juste là, s'exprimer. Et c'est peut-être s'ouvrir aux deux, finalement. tu es sûr de ça? Tu penses pas qu'en faisant ça, il prend le risque de se faire mettre Ah, mais je dehors? pense qu'il prend le risque de se faire mettre dehors. Mais il était quand même dans cette salle de classe. Il était quand même en train de lire et son besoin, en tout cas c'est comme comment ce que je l'interprète, son besoin de le dire à Keating que il est désolé et qu'il voulait pas signer ce bout de papier, s'est fait plus fort et que ça a surpassé sa peur de se faire mettre dehors. Mais il l'a quand même signé. Oui. Il a quand même signé, il a quand même fait un acte de C'est trahison. ça. C'est-à-dire, si tu veux, c'est comme dans l'occupation, il a avoué, il est passé de l'autre côté. Il a tellement mauvaise conscience. S'il arrive à monter sur le bureau, c'est pour soulager sa conscience. Parce que il explose, lui, Hmm. dans, dans,
il est tellement en contradiction avec ses valeurs en ayant signé ce torchon, et c'est une espèce vraiment de saloperie que fait faire l'institution en leur demandant Mm. de faire ça. Là, il le supporte pas, et donc pour se soulager, il transgresse le système, il monte sur la table et écrit un cri d'amour qui est capitaine ou mon capitaine, c'est pas un appel à l'aide, Non, c'est un cri d'amour. C'est vraiment je t'ai trahi, mais je t'aime. Et comprends-le que je t'aime. oui, non, Ouais. totalement, Et totalement. donc, ça donne à cette séquence un, une valeur. Elle est complexe, cette séquence, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Parce que c'est un petit arrangement avec sa mauvaise conscience. Oui, oui, c'est vrai que tu as entièrement raison là-dessus. Le jeu de l'acteur d'ailleurs est très très bon dans cette scène. On voit dans ses yeux qu'il veut lui dire et qu'il ose pas et que finalement il ose parce qu'il faut qu'il lui dise je te remercie, merci pour tout ce que tu as fait et je voulais juste te dire que je t'ai trahi, mais je voulais pas et qui nous a obligés à le faire. Mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à voir les films toujours avec beaucoup, beaucoup de recul pour faire ce podcast. Et je me disais, c'est vrai que c'était un petit peu aussi pour moi cette volonté de ok, de toute façon, il faut que je reste là-dedans, mais je me laisse l'opportunité de. Je me laisse l'opportunité de quelquefois, là, en tout cas à ce moment-là, quand c'est tellement important pour moi, que c'est pour mes valeurs, il faut que je le fasse, je monte sur la table et je dis ce que j'ai à dire. Ah oui, il y a une prise de risque. Mais le moteur de sa prise de risque, pour moi, c'est sa culpabilité. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais n'empêche, au début du film, il aurait été incapable de faire ça. Ah oui, bien sûr qu'il aurait été incapable de le faire. Et que là, c'est tout un chemin, un parcours. Et pour nous qui regardons ça, toi et moi avec nos yeux de coach, on ne peut que dire, ah ben il a bien grandi, il a bien Absolument. avancé, on se réjouit. Ouais, ouais, mais ça c'est nous aussi, hein. C'est ça qui est fort dans le cinéma, Ouais, c'est que le cinéma, c'est que le spectateur, il apporte une partie du message. Le réalisateur en apporte une, mais nous, on apporte ce que l'on est à travers notre histoire. Je te disais que moi, je m'identifiais ça parce que j'ai vécu des choses un peu semblables, mais ça m'appartient à mon histoire, et moi, je le balance dans le film. Et c'est ça qui est, dans dans le ciné dev, c'est ça qui est intéressant, c'est que le cinéma, sert à prendre conscience de ce que l'on est, sert à se connaître, sert à explorer des mondes que l'on ne connaît pas. Euh, j'ai appris quantité de choses sur le monde extérieur à travers le genre de cinéma documentaire que j'aime beaucoup. Euh, et le cinéma, l'exploration du cinéma et euh, le cinéma, c'est le désir aussi. Le cinéma, c'est le plaisir. Le cinéma, c'est tout ça qu'on explore, je dirais, sans risque. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est dans assis dans notre fauteuil, mais comme on se projette à l'intérieur, on peut aller explorer des mondes que l'on ne connaît pas, des milieux que l'on ne connaît pas, qui nous font envie et qui nous font peur, mais on sauve notre peau, on est encore là. Mais c'est là où le cinéma est un moyen d'expérimenter des situations. On vit des histoires de peur, des histoires d'amour, des histoires, et on les vit par procuration. Mais on les vit quand même. Notre cerveau, il fonctionne. Il y a des décharges d'adrénaline, il y a des décharges. Notre cerveau, il en garde la trace. bah, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi.
C'est pour ça que j'ai créé Cinédev et c'est vrai que le cinéma te permet de vivre plein d'expériences et de savoir aussi où est-ce que tu en es par rapport moi je sais qu'il y a des films, je les vois une première fois, je réagis d'une certaine manière, je vais les revoir plusieurs années après, je me mets: «Ah, tu vois là je réagis pas du tout de la même manière, j'ai pas du tout la même interprétation» parce que je suis pas au même moment de ma vie, j'ai pas les mêmes vécus, j'ai pas les mêmes expériences et c'est sûr que ça fait un filtre sur l'interprétation du film, c'est évident. Mais du coup, ça me fait penser à ce qu'il disait Keating sur la poésie, du fait que il n'y avait pas de bonne, mauvaise poésie. Ce qui était important, c'est ce que l'auteur a voulu dire, certes, mais aussi toi ce que tu ressens en lisant ces mots. Qu'est-ce que ça te fait éprouver? Et c'est comme ça que tu peux juger si ce poème, si ce film, si cette pièce est bonne selon toi, si elle te touche ou pas. Et je trouve que ça parle pour tout le monde, ça, du fait que oui, il y a un message qui a été transmis, l'auteur a fait ça pour des raisons, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, ou qu'on donne de nouvelles raisons, mais c'est ce qui est toute la beauté de l'échange et de l'expression, c'est que ça ouvre porte à plein de discussions, d'interprétations différentes pour évoluer ensemble, et j'adore. Bah oui. C'est le charme du cinéma, c'est le charme de... C'est ce qui fait que le cinéma continuera, même à travers ses évolutions techniques, même à travers ses modes de diffusion, même à travers tout ça. Le cinéma est un moyen unique de vibrer, quoi. Ça met en branle dans notre tête des choses C'est vrai. différentes de la lecture, différentes du théâtre, différentes de l'opéra, différentes... Le cinéma, c'est le cinéma. Et bon, donc c'est important que le cinéma demeure. Ah oui, ça, c'est sûr. Ben oui, mais c'est pas évident, hein. Économiquement, c'est pas évident. C'est très... Ou que le cinéma ne se réduise pas à Astérix. Même si Astérix, c'est super bien, hein. Mais oui, totalement. Il faut aller au cinéma. Je fais un appel. Allons au cinéma, c'est important. Même juste aller dans cette pièce-là, avec cet écran, les enceintes, je trouve que c'est vraiment une expérience à part entière. Et, et il faut y aller. Voilà, c'est le message du jour. Tu as raison. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu as envie de parler sur ce film? Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur... non, je... Non, non, je dirais, revoyez le cercle des poètes disparus et dites-nous, et ils n'ont qu'à écrire sur ton podcast ce qu'ils en ont pensé, mais revoyez-le, regardez-le en streaming, regardez-le en DVD, comme vous voulez, mais revoyez-le et puis partagez un peu de notre réflexion à Célia et à moi. Ça fait un moment qu'on vous en parle. J'espère qu'on vous a donné envie de le revoir. Eh ben, j'aime beaucoup ce mot de la fin. Je ne pourrais que le partager. Venez en parler. On pourra limite, si vous êtes nombreux, à en discuter tous ensemble. Et on verra comment s'organiser. En tout cas, Ah ouais, c'est rigolo. ça serait cool, ouais. Un petit ciné-club En en ligne. ligne. À voir. On laisse... Les cartes sont entre vos mains, du coup. Mais dans tous les cas, allez voir ce film. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ça avec moi. Pour tes réflexions, tout le bagage que tu as apporté. J'ai adoré. Eh bien, écoute, je te remercie, ça a été avec plaisir. Je te remercie également de m'avoir invité à faire ça, de m'avoir donné l'occasion de revoir ce film et de parler cinéma avec toi. Ça a été un plaisir. Eh ben, plaisir grandement partagé. Et donc, du coup, peut-être à une prochaine fois. Quand tu veux.